Bonjour à tous, bienvenue dans l'invité de la rédaction de Médien TV. 3 semaines se sont écoulées depuis le jour où le tremblement de terre a secoué plusieurs régions dans l'Atlas et le Haouz marocain. Un séisme dévastateur qui a emporté des vies, rasé des douars entiers, mais qui a aussi laissé des séquelles physiques et psychologiques chez les populations. Des équipes de psychiatres, psychologues et assistants sociaux se sont déplacés aussitôt après le drame pour assister et accompagner les survivants qui ont pour la plupart perdu un ou plusieurs membres de leur famille et qui sont toujours sous le choc d'une catastrophe qui a frappé sans avertir et qui a changé leur vie à tout jamais. On l'oublie souvent, mais la santé mentale est aussi importante que la santé physique et sans prise en charge rapide, les traumatismes, stress et anxiété chronique peuvent provoquer toutes sortes de pathologies organiques, maladies cardiovasculaires, troubles hormonaux, cancers même. D'où l'importance d'aider les survivants à exprimer leurs peurs, les écouter et assurer un suivi quand c'est nécessaire. Avec nous aujourd'hui, le docteur Aya Kautar-Routi, qui était sur le terrain aux côtés d'autres spécialistes et qui a accompagné pendant plusieurs jours des centaines de sinistrés. Docteur Routi, bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour, merci pour l'invitation. C'est moi, madame. Alors, vous faites partie de l'équipe de psychiatres qui s'est déplacée sur les lieux du séisme. Comment vous vous êtes organisé pour mener cette mission? Vous m'avez dit que vous êtes parti aussitôt. Oui. Quand est-ce que vous êtes parti et comment vous vous êtes organisé au début? Tout d'abord, permettez-moi de présenter mes sincères condoléances aux familles des sinistrés. Effectivement, donc, tout comme tous les Marocains, on était l'équipe de Rasé dans l'esprit d'aider nos frères et sœurs dans le sud. 24 heures après, la direction de l'hôpital, avec les professeurs honnêtes des urgences, ils se sont mobilisés pour préparer sur le plan matériel et psychologique les équipes de l'hôpital pour qu'ils puissent assurer un accompagnement psychologique sur le terrain. Donc, les équipes étaient formées de pédopsychiatres, de psychiatres, d'infirmiers de santé mentale, de psychologues et ils ont fait de sorte à ce que chaque semaine, une équipe prenne le relais. Donc vous relayez, en fait, chaque semaine, il y a une équipe qui se déplace et l'autre rentre à l'hôpital. Donc vous avez passé une semaine pleine et vous, peut-être vous allez revenir? Certainement. Certainement. Alors, est-ce qu'il y avait un protocole particulier de prise en charge quand vous êtes arrivé? Parce que le séisme, c'était le vendredi. Et dimanche, vous étiez déjà sur place. Oui, lundi, les équipes étaient sur la route, direction le Haouz. Les équipes, comme je vous ai dit, étaient infirmiers, psychiatres et pédopsychiatres. Donc, ils se sont divisés en petites équipes qui ont travaillé dans la consultation, que ce soit avec la Fondation ou avec le ministère de la Santé, dans des unités. Ils ont fait des groupes d'itinérants. Il y avait aussi ceux qui ont animé des ateliers. Donc, la prise en charge en psychiatrie, elle est biopsychosociale. Donc, sur le plan biologique, quand il y avait indication, on prescrivait des traitements. Sur le plan psychologique, comme le préconise l'OMS dans les traumatismes et dans les troubles de stress post-traumatique, c'est la psychothérapie cognitivo-comportementale et le MDR. Nos équipes sont formées en partie en psychotrauma et intervention d'urgence et en événements récents. Donc, au tout début, c'était en fait la stabilisation des patients, leur ancrage dans le présent, dans le ici et maintenant. Parce que les gens sont complètement déphasés, leur vie est chamboulée. Là, ils sont en sécurité, il fallait qu'ils comprennent ça. Donc, on les aidait à se stabiliser et il y avait une restructuration cognitive par la TCC et le MDR pour restimuler le processus d'adaptation qui est tout à fait normal et dont est doté notre cerveau. Une chose très 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 importante, parce que vous qui étiez sur le terrain, au-delà des discours et de la théorie, comment la population a reçu votre arrivée? C'est des gens qui vont rarement chez le médecin, c'est une population connue pour vivre dans des conditions difficiles, une population, c'est vrai, résiliente, mais qui ne se plaint pas. Un psychiatre qui arrive, est-ce que vous avez été bien accepté ou bien rejeté? Est-ce qu'il y avait une réticence? Paradoxalement, à ce que les gens peuvent penser, au contraire, non, c'était pas difficile. Les gens des douars, ils étaient très coopérants
Au contraire, ils étaient voire demandeurs, complices. Oui. Il y avait les gens qui se portaient bien et qui étaient en bonne santé. C'était eux, en fait, qui repéraient les personnes qui n'allaient pas bien, qui étaient en détresse, et ils nous les présentaient. D'accord. Et donc, il y avait l'approche aussi des équipes qui est très respectueuse vis-à-vis de tout ce qui est culturel. Vous m'avez dit c'est très important, la spécificité de la région. Oui. Donc, ce n'est pas comme traiter une personne du milieu urbain où c'est différent, puis il faut y aller doucement, connaître la région. Ce n'est pas seulement mon ressenti, mais c'est le ressenti de pas mal de mes collègues. C'est un peu différent. Il s'agit bien d'une population qui est démunie, qui n'a pas de ressources matérielles, mais qui a des ressources positives. Et quand on parle de trauma, c'est très important d'avoir des ressources positives. Ils ont des ressources positives, comme par exemple sur le plan social, sur le plan familial, sur le plan spirituel, la religion. Ça donne un sens, ça donne une capacité d'acceptation. Et ces gens-là, ils l'ont. Et ça fait qu'ils ont des capacités importantes de résilience. Oui. Et aussi, je crois et j'espère pour eux que ça sera une opportunité pour une croissance post-traumatique. Oui, parce que souvent, moi j'ai vu dans des vidéos des gens qui ont perdu plusieurs membres de leur famille. Quand on leur pose la question, ils ne répondent même pas, ils disent « Alhamdoulilah, Alhamdoulilah, Alhamdoulilah ». Cette foi-là, c'est des notions, c'est cette culture-là de s'en remettre à Dieu. Oui, une thérapie qui s'appelle la thérapie du sens. Oui. Quand tu as, par exemple, une petite plaie, tu n'as pas peur, tu sais que ça va cicatriser. Oui. Et quand tu as un symptôme que tu ne comprends pas, et là, ça va te faire peur. Donc, eux, ils comprennent, ils ont un sens. Tout ce qu'ils vivent maintenant, ça a un sens pour eux. Oui. Donc, il y a une meilleure acceptation. Oui. Et ça, c'est dit par... Absolument. C'est décrit dans la littérature. Absolument. Est-ce qu'il y a parmi la population une catégorie, vous avez remarqué, qui a été plus touchée? Est-ce que c'est les enfants qui sont les plus vulnérables, les personnes âgées, les hommes, chez qui vous avez remarqué un impact plus grand? Donc pour la population qu'on avait ciblée, on avait une stratégie. Donc quand on arrivait dans un douar ou dans une zone, on coordonnait avec certains responsables pour avoir tout d'abord les responsables sur le terrain, que ce soit des médecins sur le terrain, des infirmiers, des professeurs, des éducateurs, des imams, des qaïds. Et justement, c'est des personnes qui sont responsables et dans notre prise en charge, on veillait à ce que ces personnes responsables de groupes de personnes soient d'abord stables. Après, on visait les mères d'enfants de 3 ans, de 3 ans à 6 ans. C'est important pour l'enfant que sa mère soit stable pour qu'il se sente en sécurité. Ça ne sert à rien de prendre un enfant en charge et laisser sa mère. Donc, parce que l'enfant est très influencé par l'état et l'attitude des parents. Totalement, c'est le cas. Oui. Donc après, on a visé les enfants. Et on a organisé des ateliers pour repérer ceux qui étaient le plus en détresse. On les prenait en charge de manière individuelle et on faisait des thérapies de groupe quand on avait des groupes assez homogènes. D'accord. Alors justement, pour les symptômes ou pour les traumas, quelles sont les principales manifestations de ce traumatisme? Est-ce que c'est du stress, des cauchemars ou qu'est-ce qui est le plus courant? Ce que vous avez constaté sur le terrain. Donc, heureusement, après un traumatisme, pas tout le monde va être sujet à développer un trouble. Naturellement, les choses elles vont aller bien. Oui. Tout comme notre corps, le trauma psychique et comme le trauma physique, on a des capacités, une neuroplasticité, heureusement, et qui va permettre à la personne d'aller mieux, de se réparer et plus ou moins de digérer cet événement qui était difficile. Pour les groupes, ça nous permettait de cibler un grand nombre de personnes, de pouvoir les aider. Comme on a intervenu juste après l'événement, donc il y avait beaucoup de personnes et peu de soignants. Donc les groupes nous ont permis d'aider le maximum de personnes.
Et lors de ces ateliers, on arrivait à repérer les enfants qui n'allaient pas trop bien et ceux qui étaient plus ou moins résilients. Et cette cohésion entre le groupe, elle était très importante aussi parce que cette création de liens entre eux et ce partage de tout ce qui est positif permettait une activation de leur système nerveux autonome, de la partie ventrale du nerf vague, et c'était apaisant aussi. Les enfants, on dit souvent, on entend, c'est parce qu'ils en est vraiment qu'ils s'adaptent vite, mais parmi la population, vous m'aviez dit quand on discutait tout à l'heure que ça dépend des personnes. Il y en a qui ont un terrain, qui sont un terrain fertile, une base anxieuse. Cette catégorie-là va développer plus comment dire, elle va être plus touchée, plus impactée que d'autres. Et dans ce cas, ils ont besoin de psychotropes pour les calmer dans un premier temps. Oui, donc pour notre cas, la majorité des personnes qui allaient mal étaient en fait des personnes qui avaient des troubles psychiatriques, qui n'ont jamais eu de prise en charge, qui n'ont jamais été suivies. Et ils ont décompensé, où la symptomatologie a été exacerbée après le trauma. Et c'était l'occasion justement d'installer des traitements de fond et de les inscrire sur des listes pour assurer un éventuel suivi et les mettre sur la suite. Je voulais vous demander quelque chose de très important quand vous avez parlé de la particularité de la région. Il y avait la langue, la plupart sont amazigophones. Est-ce que ça a été une barrière? Est-ce que vous avez eu recours à des interprètes? Est-ce que quand il y a un interprète, donc un intermédiaire, la communication et l'écoute se passent de la même façon? Comment vous vous êtes organisé en ce qui concerne la communication? On avait aussi des préoccupations par rapport à ce point au tout début. Mais sur le terrain, tout était il y avait des interprètes ou il y avait des amazigophones parmi vous? Il y avait quelques membres de l'équipe qui parlaient amazigh. Il y avait des jeunes instruits qui ont joué le rôle de facilitateurs. On les a débriefés un peu, des briefings pédagogiques. Et ils ont pu nous aider. Ils ont énormément facilité pour nous la tâche. Donc, ce n'était pas un problème, la langue? Ça va. Ah oui. Alors, on a parlé tout à l'heure on va dire que le psychique ou le mental fonctionne comme le corps, ça veut dire qu'il se régénère ou qu'il se soigne des fois lui-même avec le temps. Mais dans le cas des séismes ou des grands traumas ou des guerres, il y a des maladies ou des troubles qui peuvent apparaître plusieurs semaines, voire plusieurs mois après. Des gens qui peuvent paraître stables, qui peuvent paraître tenir le coup, et puis ça se déclenche après. Est-ce qu'il y a ce risque pour le tremblement de terre, enfin celui que vous avez couvert? En fait, c'est malléable dans les 3 à 6 mois, parfois même plus. Il y a une malléabilité par rapport à l'information traumatique. D'où l'intérêt d'une prise en charge qui est précoce et dans les suites, pour justement activer ce système d'adaptation pour qu'il puisse intégrer ces informations de manière adaptative. Notre but n'étant pas de rendre les gens heureux ou de changer les choses, mais que leur cerveau fasse ce qu'il sait très bien faire et qu'on l'accompagne seulement et on le stimule quand il y a nécessité. Effectivement, on peut avoir au-delà des troubles, mais quand on parle par exemple de troubles de stress post-traumatique, c'est parfois 4 à 14% dans la population générale, parfois 8 à 12%. C'est en général des patients, les patients qui font des troubles de stress aigus dans le premier mois, 20% vont évoluer vers un trouble de stress traumatique. Il y a d'autres troubles qui peuvent être liés au trauma, des troubles phobiques, des troubles anxieux, d'où l'intérêt de la prise en charge. Mais en général, ça reste peu de gens. D'accord, c'est une minorité comparée à ce genre de cas. Alors, une chose très importante, j'en ai parlé dans mon introduction, on a tendance à négliger l'importance de la santé psychique et mentale et on oublie qu'elle peut provoquer, si elle n'est pas prise en charge, des maladies organiques. Ça, vous voyez ça, j'imagine, tous les jours dans votre service ou à l'hôpital Al-Razi. Quel genre de maladie, une maladie ou un trouble psychique qu'on ne soigne pas, qu'on laisse s'installer dans la durée, qu'est-ce que ça peut provoquer? Un trouble psychique qu'on ne traite pas. Qui n'est pas traité à temps. Il peut se compliquer. Mais sur l'organique.
comme maladie organique. Parce qu'on entend souvent que les cancers, on dit que de plus en plus, il y a beaucoup de cancers qui sont générés par le stress. Est-ce que c'est une réalité? Les cellules cancéreuses se nourrissent du stress, on entend ça. De parler d'un lien direct, en général, en psychiatrie, c'est plusieurs causes qui vont interagir de différentes manières pour donner un trouble. Donc, ce n'est pas vraiment direct. Oui. Par contre, dans tous les troubles, dans toutes les maladies chroniques, elles peuvent se compliquer de maladies psychiatriques. Et ce qui est important, là, dans cette phase, chez ces personnes, c'est qu'elles soient justement prises en charge sur côté besoins primaires, qu'elles soient bien logées, bien nourries. Justement, on ne peut pas dire à une personne qu'elle se sente en sécurité et que ses besoins primaires ne sont pas satisfaits. D'où l'importance de tout ce qui se passe sur le plan social et même les autorités y contribuent à cela. Et donc, c'est important de s'engager dans ce sens pour pouvoir installer des points de sécurité dans le futur pour la personne, pour qu'elle puisse se sentir effectivement en sécurité. Et éviter tout ce qui peut être généré par la suite par le trauma. Déjà maintenant, ils sont logés provisoirement sous des tentes, mais il y a des enfants qui sont scolarisés. Déjà, le retour à une vie normale, c'est très très important que la structure familiale se retrouve, qu'ils ne soient pas séparés. Alors on va parler de l'avenir et c'est ça très important parce qu'on a vu tout l'enthousiasme, toute la solidarité après le séisme et les gens qui sont partis, qui se sont déplacés, les Marocains. Mais on a peur un petit peu que les choses ne se tassent et que ces gens, c'est parti pour durer un moment, qu'on les oublie. Qu'est-ce qui est prévu pour la prise en charge psychologique? Je sais que vous ne pouvez pas passer des mois dans l'Atlas, mais est-ce que vous avez déjà établi un plan pour rester en contact, pour le suivi des personnes qui ont besoin d'une aide plus longue dans la durée? Comment vous allez fonctionner? Il y a les professeurs de l'hôpital de Razé qui ont des projets à long terme pour la population. En travaillant, on faisait au fur et à mesure des listes sur lesquelles on inscrivait les personnes qui nécessitaient un suivi. Et là, la cadence, elle est à un changement d'équipe toutes les semaines. Donc une fois plus ou moins que les choses seront plus ou moins stables, on passera peut-être à des caravanes médicales plus régulières, mais un peu plus espacées, avec éventuellement une formation du personnel médical par rapport à tout ce qui est santé mentale. D'accord. Donc ça va être des caravanes, parce que vous m'avez dit, vous n'étiez pas en contact seulement avec les gens qui étaient installés sous les tentes, mais vous vous êtes déplacés dans des douars, parce que tous les douars n'ont pas été détruits complètement. Il y en a qui ont été fissurés et les gens sont revenus dans certains douars. Donc ça va être des caravanes. Ça va être des caravanes médicales et il y aura une coordination avec les délégations. Avec les délégations. Vous m'avez dit une chose très très importante, c'est que parmi les gens qui sont partis, les psychiatres, il y avait des volontaires aussi. Il y avait des gens, ce n'était pas obligatoire. C'était pas obligatoire, c'est très important. Et il y en a qui ont été touchés dans leur chair et qui sont partis avec vous. Oui, les équipes en fait ont été préparées sur le plan psychologique. Il y a eu des séances de préparation pédagogique et psychologique aussi. On a été aussi victimes de tremblements, pas aussi impactés que les gens de la région, mais le personnel était victime. Donc on s'est soigné pour être sécurisant une fois sur le terrain. Et chaque jour, on faisait des briefings pédagogiques. Il y a même des profs qui étaient avec nous et qui imposaient à ce qu'on allume les caméras, même si on n'a pas de... c'est un peu délicat, et qu'ils voient chaque jour le visage, l'expression des différents intervenants. Des médecins. Oui, il y avait un changement d'équipe à chaque fois qu'il y avait un petit peu d'épuisement chez il y avait de l'épuisement, il y avait des moments durs. Quels sont les moments les plus durs que vous avez pu vivre? Parce que entre voir des patients, des malades, 10 ou 20 par jour, et être propulsé au cœur d'un drame, il y a 300 000, 400 000 personnes, et voir tous les déchirements de cette population. Vous êtes des professionnels, des psychiatres, mais vous restez des êtres humains. C'est une autre dimension. Oui, mais la spécificité de la psychiatrie, c'est qu'elle te donne des outils pour pouvoir gérer ça, pour pouvoir aider les gens. Et donc, on n'est pas dans la perspective de... On n'a pas les deux pieds avec eux dans l'événement. Là, on entend, mais on est en train d'analyser et en train d'élaborer un projet thérapeutique pour eux. Et ça donne de l'espoir
Donc, oui. Donc, bon courage pour la suite, parce que je sais que vous allez revenir sur le terrain. Et bon courage aux équipes qui ont fait un excellent travail, qui continuent à le faire. Merci beaucoup, docteur Aya Kaussar Raouti. Je rappelle que vous êtes docteur psychiatre résidente à l'hôpital Al-Razi de Salé. Merci, madame. Merci à vous aussi. Merci à vous. Madame, monsieur, merci beaucoup de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur Média TV. Très belle soirée.